La pluie tambourinait contre les vitres du bus qui traversait la campagne française. Élise serrait contre elle son sac à dos usé, observant les gouttes d'eau qui dessinaient des chemins sinueux sur la vitre. À ses pieds, un petit sac de voyage contenait tout ce qu'elle possédait au monde. Dans sa poche, une photo froissée d'une petite fille aux yeux noisettes, sa Chloé, 3 ans à peine. Son cœur se serra à cette pensée. Cela faisait déjà 2 semaines qu'elle n'avait pas vu sa fille, confiée temporairement à sa sœur à Paris pendant qu'elle cherchait du travail. Cette fois, elle avait enfin décroché quelque chose, un poste de gouvernante dans une grande propriété en Provence. Le salaire était généreux, suffisant pour enfin offrir une vie décente à Chloé. Elle pourrait même la faire venir dès qu'elle aurait économisé assez pour louer un petit appartement près du domaine. Le bus s'arrêta devant un portail imposant en fer forgé. Élise descendit, son sac à l'épaule, et resta un moment immobile devant l'entrée, le domaine de Belmont. Les lettres dorées brillaient, même sous la pluie battante. Au-delà des grilles, une allée bordée de cyprès centenaires s'étirait vers une demeure majestueuse qui semblait sortie d'un conte de fées. La bâtisse en pierre claire, avec ses volets bleus et ses toits d'ardoise, dominait un parc magnifiquement entretenu. Des rosiers grimpants encadraient les fenêtres, et une fontaine en marbre trônait au centre d'une cour pavée. Élise sentit son estomac se nouer. Elle, la fille d'une couturière de quartier, allait travailler dans un endroit pareil. Elle inspira profondément, redressa les épaules et appuya sur le bouton de l'interphone. Une voix féminine, distinguée et légèrement fatiguée, lui répondit après quelques secondes. « Oui ? Bonjour madame, je suis Élise Moreau, la nouvelle gouvernante. » Un silence, puis le grésillement de l'interphone. « Ah oui, bien sûr, entrez, je vous prie. » Les grilles s'ouvrirent dans un grincement métallique et Élise s'engagea dans l'allée. Chaque pas sur le gravier mouillé résonnait comme un battement de cœur. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté des lieux. Les jardins étaient impeccables malgré la saison. Des statues de marbre ponctuaient les pelouses, et au loin, elle apercevait une serre victorienne dont les vitres scintillaient sous les gouttes de pluie. Alors qu'elle approchait de la porte principale, celle-ci s'ouvrit. Une femme d'une 50aine d'années apparut, vêtue d'un tailleur Chanel bleu marine. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon impeccable, mais son visage portait les traces d'une tristesse profonde. Ses yeux gris étaient cernés, et malgré son maquillage soigné, on devinait qu'elle avait pleuré récemment. « Mademoiselle Moreau, soyez la bienvenue. Je suis Madame Catherine Delacroix, la propriétaire du domaine. Entrez vite, vous êtes trempée. Si cette histoire vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ce début mystérieux? Êtes-vous curieux de découvrir le secret du portrait? Élise pénétra dans un hall d'entrée somptueux. Le sol de marbre blanc reflétait la lumière d'un lustre de cristal monumental qui pendait du plafond haut de 6 mètres. Un escalier majestueux en bois sculpté montait vers les étages supérieurs, ses rampes ornées de motifs floraux délicats. Des tableaux anciens décoraient les murs tendus de soie damassée, et l'air embaumait un parfum subtil de rose et de cire d'abeille. Mais ce qui capta immédiatement l'attention d'Élise, ce fut le portrait. Un immense tableau à l'huile trônait au-dessus de la cheminée en marbre du salon adjacent, visible depuis l'entrée. Il représentait un homme d'une 40aine d'années, aux traits aristocratiques et au regard perçant. Ses cheveux noirs légèrement grisonnants étaient soigneusement coiffés, et il portait un costume sombre qui accentuait son allure distinguée. Son expression était à la fois douce et mélancolique, comme s'il contemplait quelque chose de précieux et de lointain. Le sang d'Élise se glaça dans ses veines. Son sac glissa de son épaule et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Ses jambes se mirent à trembler, et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser à ses tempes. Ce visage, elle connaissait ce visage. Chaque ligne, chaque trait, chaque expression lui était familière. C'était le visage qu'elle voyait chaque fois qu'elle regardait sa fille. C'était le visage de l'homme qui l'avait abandonnée 4 ans auparavant. L'homme qui l'avait laissée enceinte et seule, sans un mot d'explication, sans une adresse où le retrouver. L'homme qu'elle avait cherché désespérément pendant des mois avant de se résigner à élever seule leur enfant. Alexandre. « Mademoiselle Moreau, vous vous sentez bien ?» La voix de Madame Delacroix semblait venir de très loin. Élise cligna des yeux, essayant de reprendre ses esprits. Elle devait se tromper. C'était impossible. Alexandre lui avait dit qu'il était orphelin, qu'il n'avait pas de famille, qu'il vivait seul dans un petit appartement à Lyon.
Il était professeur de littérature, modeste et discret. Il ne pouvait pas être le même homme que celui représenté dans ce portrait, manifestement le maître de cette demeure somptueuse. Et pourtant, les ressemblances étaient troublantes. Les mêmes yeux sombres en amande, le même nez droit, la même fossette au menton, la même courbe des lèvres. « Excusez-moi, madame », balbutia Élise en ramassant son sac d'une main tremblante. « C'est juste que ce portrait… » Elle hésita, ne sachant comment formuler sa question sans paraître folle ou impertinente dès le premier jour. « Qui est cet homme ?» Madame Delacroix suivit son regard et son visage se voila d'une tristesse encore plus profonde. Elle détourna les yeux, comme si la vue du portrait lui causait une douleur physique. « C'est mon fils Alexandre Delacroix », dit-elle d'une voix étranglée. « Il est décédé il y a 3 ans dans un accident de voiture. » Elle porta une main à sa bouche, comme pour retenir un sanglot. « Je sais que je devrais peut-être enlever ce portrait, ranger ses affaires, mais je n'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Excusez-moi, Elle s'interrompit, visiblement submergée par l'émotion. Élise resta pétrifiée, décédée. Alexandre était mort, mais c'était impossible. Elle l'avait connu il y a 4 ans, et Chloé avait 3 ans. Si cet homme était vraiment le père de sa fille, alors il était vivant il y a 4 ans. Les dates correspondaient. Mais s'il était mort il y a 3 ans, cela signifiait qu'il était encore en vie 1 an après la naissance de Chloé. Pourquoi ne l'avait-il jamais contacté? Pourquoi lui avait-il menti sur son identité, sa famille, sa fortune? « Madame », dit Élise d'une voix qu'elle essayait de garder stable malgré le chaos qui régnait dans son esprit. Elle devait savoir, elle devait comprendre. Même si cela signifiait perdre ce travail dont elle avait désespérément besoin, elle ne pouvait pas vivre dans cette maison sans connaître la vérité. « Madame, pourquoi le père de ma fille est-il dans le portrait de votre mention ?» Les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. On n'entendait plus que le tic-tac d'une horloge ancienne, quelque part dans le hall, et le crépitement de la pluie contre les fenêtres. Madame Delacroix se retourna lentement vers Élise, son visage devenu d'une pâleur mortelle. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, puis se remplirent de larmes. Sa main se crispa sur le dossier d'une chaise Louis XV, comme si elle avait besoin de ce support pour ne pas s'effondrer. « Qu'avez-vous dit ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Répétez ce que vous venez de dire. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Cet homme, Alexandre, je l'ai connu il y a 4 ans. Nous nous sommes aimés pendant 6 mois. Il m'a dit qu'il s'appelait Alexandre Martin, qu'il était professeur, qu'il n'avait pas de famille. Puis un jour, il a disparu, sans explication, sans adresse. J'étais enceinte de 2 mois. J'ai cherché à le retrouver partout, mais impossible. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Personne ne le connaissait à l'adresse qu'il m'avait donnée. Aucun établissement scolaire n'employait un professeur de ce nom. J'ai fini par me convaincre que j'avais été dupé, qu'il m'avait menti sur tout. J'ai élevé ma fille seule. Elle s'appelle Chloé. Elle a ses yeux, son sourire, sa fossette au menton. Et maintenant, je le vois ici, dans votre maison, et vous me dites que c'est votre fils. Madame Delacroix chancela et dut s'asseoir sur la chaise. Elle porta ses mains à son visage et se mit à sangloter sans retenue. Ses épaules étaient secouées de spasmes et ses larmes coulaient entre ses doigts. Élise ne savait que faire. Elle restait plantée là, son sac à la main, son propre cœur brisé en 1000 morceaux. Après quelques minutes qui semblèrent durer une éternité, Madame Delacroix releva la tête. Son maquillage avait coulé, ses yeux étaient rouges et gonflés, mais il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, une lueur d'espoir mêlée à une douleur incommensurable. « Vous avez une fille, » dit-elle d'une voix rauque. « Une fille de 3 ans, la petite fille d'Alexandre, ma petite fille. » Elle se leva brusquement et s'approcha d'Élise avec une urgence presque effrayante. « Montrez-moi une photo d'elle, je vous en supplie. » Élise sortit de sa poche la photo froissée de Chloé. C'était un cliché pris quelques semaines auparavant dans un parc à Paris. La petite fille souriait à l'appareil, ses boucles brunes encadrant son visage rond et ses yeux noisettes pétillants de malice. Elle portait une robe à fleurs roses que la sœur d'Élise lui avait offerte pour son anniversaire. Madame Delacroix prit la photo d'une main tremblante et la contempla longuement. Un nouveau flot de larmes se mit à couler sur ses joues. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Elle lui ressemble tellement. C'est tout à fait Alexandre enfant. Les mêmes yeux, le même sourire. Oh mon Dieu, c'est vraiment elle. »
Ma petite fille existe. Elle porta la photo à ses lèvres et l'embrassa tendrement, comme si elle embrassait l'enfant elle-même. Puis elle leva les yeux vers Élise, et dans son regard, il y avait maintenant une détermination farouche. « Il faut que vous me racontiez tout, absolument tout. Comment vous vous êtes rencontrés, ce qu'il vous a dit, pourquoi il vous a quitté. Et je vous raconterai ce que je sais de mon côté. Parce que je ne comprends pas. Alexandre n'était pas comme ça. Mon fils était un homme bon, généreux, responsable. Il n'aurait jamais abandonné une femme enceinte. Il n'aurait jamais abandonné son enfant. Quelque chose ne va pas dans cette histoire, et nous devons découvrir quoi. » Elle prit Élise par le bras et la conduisit vers un petit salon plus intime, meublé de canapés confortables recouverts de velours bleu. Un feu crépitait dans la cheminée, chassant l'humidité de la pièce. Madame Delacroix sonna une domestique et commanda du thé et des biscuits. Puis elle s'assit en face d'Élise, la photo de Chloé toujours serrée entre ses mains. « Commencez par le début, » dit-elle doucement. « Racontez-moi comment vous avez rencontré Alexandre. » Élise inspira profondément. C'était si difficile de replonger dans ses souvenirs, dans cette période de sa vie qui avait été à la fois la plus belle et la plus douloureuse. « C'était en avril, il y a 4 ans, commença-t-elle. Je travaillais comme serveuse dans un café à Lyon. J'économisais pour reprendre mes études de littérature que j'avais dû interrompre à la mort de ma mère. Un après-midi, un homme est entré. Il avait l'air fatigué, préoccupé. Il s'est assis à une table près de la fenêtre et a commandé un café. Puis il a sorti un livre et s'est mis à lire. Je me souviens exactement du titre, « Les Misérables » de Victor Hugo. J'adorais ce roman, c'était mon préféré. Quand je lui ai apporté son café, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire sur le livre. Il a levé les yeux vers moi et j'ai été frappé par l'intensité de son regard. Il avait des yeux tellement profonds, tellement expressifs. Il m'a souri et nous avons commencé à discuter de littérature. Il connaissait tout, tous les auteurs classiques et contemporains. Il parlait avec une passion communicative de Balzac, de Flaubert, de Proust. Nous avons bavardé pendant tout mon service et quand j'ai terminé à 18 h, il m'a demandé si je voulais continuer cette conversation autour d'un dîner. J'ai accepté. Élise marqua une pause, perdue dans ses souvenirs. Elle revoyait ce premier dîner dans un petit restaurant italien du Vieux-Lyon. Alexandre lui avait parlé de son amour pour l'enseignement, de son désir de transmettre sa passion pour les mots et les histoires. Il lui avait raconté qu'il avait grandi sans père, que sa mère était morte quand il était adolescent, qu'il s'était construit seul. Tout était faux, réalisait-elle maintenant. Chaque mot qu'il lui avait dit était un mensonge. Nous nous sommes revus le lendemain, puis le surlendemain. En quelques semaines, nous étions inséparables. Alexandre était attentionné, doux, romantique. Il m'emmenait dans des petites librairies anciennes, dans des musées, au théâtre. Nous passions des heures à discuter de tout et de rien. Il me faisait rire, il me faisait rêver. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sentais vraiment heureuse, vraiment vivante. Je suis tombée amoureuse de lui, comme je n'aurais jamais cru possible. Et je pensais qu'il m'aimait aussi. Il me le disait tous les jours. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, que nous allions construire un avenir ensemble. La voix d'Élise se brisa et elle dut s'arrêter un instant pour reprendre sa contenance. Madame Delacroix lui tendit un mouchoir, ses propres yeux brillants de larmes. « Continuez, murmura-t-elle. Je vous en prie, continuez. Au bout de 4 mois, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, bien sûr, mais quand je l'ai appris, j'étais heureuse, terrifiée aussi, parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent et que ma situation professionnelle était précaire, mais heureuse. J'aimais Alexandre, et j'étais sûre qu'il m'aimait. Je me disais que nous allions y arriver ensemble, que nous allions élever cet enfant dans l'amour. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il est devenu très pâle. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il était heureux, que nous allions être une famille. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Il y avait de l'inquiétude, de la peur peut-être. Je me disais que c'était normal, que devenir père était une responsabilité énorme et qu'il avait besoin de temps pour s'habituer à l'idée. Élise essuya ses larmes et continua, sa voix devenant plus dure, teintée d'amertume. Pendant 2 semaines, il a été distant. Il annulait nos rendez-vous, prétextant qu'il avait beaucoup de travail. Quand nous nous voyions, il était préoccupé, absent. Je lui demandais ce qui n'allait pas, et il me disait que tout allait bien, qu'il était juste fatigué. Puis un jour, il a tout simplement disparu. Je suis allé à l'adresse qu'il m'avait donnée, un appartement dans le 3e arrondissement. Les voisins m'ont dit qu'ils ne connaissaient aucun Alexandre Martin. J'ai cherché dans tous les lycées et collèges de Lyon,
Aucun ne l'employait. J'ai essayé de le joindre sur le numéro qu'il m'avait donné, mais il était hors service. C'était comme s'il s'était évaporé dans la nature. J'ai continué à le chercher pendant des mois, même après la naissance de Chloé. J'engageais mes maigres économies dans des annonces. Je contactais tous les Alexandre Martin de la région. Rien. J'ai fini par comprendre qu'il m'avait menti sur son identité, qu'il m'avait utilisé et abandonné. J'étais dévasté, mais j'avais un bébé à élever. Ma sœur m'a aidé comme elle pouvait, mais elle a déjà 3 enfants et un mari qui gagne à peine de quoi les faire vivre. J'ai enchaîné les petits boulots, la serveuse, l'aide ménagère, la vendeuse. Jamais assez d'argent, jamais de stabilité. Jusqu'à ce que je voie cette annonce pour un poste de gouvernante dans une grande propriété en Provence. Le salaire était si généreux que j'ai postulé immédiatement, même si je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Je me suis dit que c'était ma chance de donner enfin une vie décente à ma fille. Et voilà que j'arrive ici et que je découvre que l'homme qui m'a abandonné était en réalité le fils de ma nouvelle employeuse, qu'il était riche, qu'il avait une famille, qu'il m'a menti sur tout. Le silence retomba dans le salon. Les flammes dansaient dans la cheminée, projetant des ombres mouvantes sur les murs. La domestique entra avec le thé, posa le plateau sur la table basse et se retira discrètement. Aucune des 2 femmes ne toucha aux tasses fumantes. Madame Delacroix serrait toujours la photo de Chloé contre son cœur, son visage ravagé par les émotions contradictoires qui la traversaient. Enfin, elle prit la parole, d'une voix basse et tremblante. « Il y a des choses dans votre histoire qui ne correspondent pas à l'Alexandre que je connaissais, » dit-elle. « Mon fils n'aurait jamais fait une chose pareille. Jamais. Il était l'homme le plus intègre, le plus responsable que j'ai connu. Quand son père est mort il y a 15 ans, Alexandre n'avait que 25 ans. Il aurait pu dilapider l'héritage, vivre dans l'oisiveté, profiter de la fortune familiale. Au lieu de cela, il a repris les affaires de son père. Il a géré le domaine avec une sagesse et une maturité remarquables. Il s'occupait de tout, des vignobles aux locations des terres, des employés aux œuvres de charité familiale. Alexandre était aussi un homme profondément solitaire, continua Madame Delacroix, son regard perdu dans les flammes. Après la mort de son père, il s'est refermé sur lui-même. Il avait quelques amis proches, mais il ne sortait presque jamais. Il passait ses journées à travailler et ses soirées à lire dans sa bibliothèque. Je m'inquiétais pour lui. Je voulais qu'il rencontre quelqu'un, qu'il se marie, qu'il fonde une famille. Mais il me disait qu'il n'était pas prêt, que son travail lui suffisait. Puis il y a environ 4 ans et demi, quelque chose a changé. Alexandre est devenu différent. Il sortait plus souvent. Il souriait davantage. Un jour, il m'a annoncé qu'il devait s'absenter pour quelques mois. Il avait besoin de prendre du recul, de réfléchir à sa vie. Il m'a dit qu'il allait voyager, qu'il ne voulait pas être joint. J'étais inquiète, mais il m'a assuré que tout allait bien, qu'il avait juste besoin de temps pour lui. Il est parti en mars et il est revenu en septembre de la même année. Élise sentit son cœur s'emballer. Les dates correspondaient parfaitement. Alexandre était parti de chez lui en mars. C'était en avril qu'elle l'avait rencontré à Lyon. Il était resté avec elle jusqu'en septembre, puis il était rentré chez lui. Mais pourquoi lui avoir menti? Pourquoi avoir prétendu être quelqu'un d'autre? Quand il est rentré, poursuivit Madame Delacroix, il était changé. Il paraissait plus vieux, plus triste. Il s'est remis au travail avec une intensité presque obsessionnelle, comme s'il voulait s'étourdir. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas, mais il refusait d'en parler. Il me disait juste qu'il avait fait des erreurs, que certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Puis, 2 ans plus tard, il y a eu l'accident. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. C'était un soir de décembre. Alexandre rentrait d'une réunion d'affaires à Marseille. Il pleuvait des cordes, la route était dangereuse. Sa voiture a dérapé dans un virage et a percuté un arbre. Il est mort sur le coup. Les gendarmes ont dit qu'il roulait trop vite, qu'il n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions météorologiques. Mais je me suis toujours demandé, Alexandre était un conducteur prudent. Il n'aurait jamais pris de risques inconsidérés, à moins que... Elle s'interrompit, comme si elle venait de réaliser quelque chose de terrible. À moins qu'il ne veuille pas vraiment éviter l'accident, murmura-t-elle. Mon Dieu, et s'il savait pour l'enfant? Et s'il se sentait tellement coupable de vous avoir abandonné qu'il... Non, c'est impossible. Alexandre aimait trop la vie. Mais alors pourquoi? Pourquoi vous a-t-il quitté? Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de vous, de sa fille? Élise secoua la tête, totalement perdue. Rien de tout cela n'avait de sens. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Peut-être qu'il ne voulait pas d'un enfant. Peut-être qu'il avait peur de ses responsabilités.
Ou peut-être que je n'étais pour lui qu'une aventure sans importance, qu'il s'est amusé avec la petite serveuse naïve avant de retourner à sa vraie vie. L'amertume dans sa voix était palpable. Madame Delacroix se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans le salon. Non, ce n'est pas possible. Alexandre n'était pas comme ça. Il y a forcément une explication. Il faut que nous cherchions dans ses affaires, dans ses papiers personnels. Peut-être qu'il a laissé quelque chose, un journal intime, des lettres, n'importe quoi qui pourrait nous éclairer. « Venez », dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Je vais vous montrer sa chambre. Je n'y ai jamais touché depuis sa mort. Tout est resté exactement comme il l'avait laissé. J'ai demandé aux domestiques de ne rien déranger, de juste dépoussiérer de temps en temps. C'était peut-être morbide de ma part, mais je ne pouvais pas me résoudre à effacer les dernières traces de sa présence. » Élise la suivit à travers les couloirs du manoir, montant le grand escalier, puis empruntant un corridor orné de tableaux anciens et de tapisseries. Madame Delacroix s'arrêta devant une porte en chêne massif au bout du couloir. Elle sortit une clé de sa poche et la glissa dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un grincement. La chambre qui s'offrit à leurs yeux était vaste et lumineuse malgré le temps pluvieux. De grandes fenêtres donnaient sur le parc, encadrées de rideaux de velours vert sombre. Un lit à baldaquin trônait au centre de la pièce, ses draps blancs impeccablement tirés. Une bibliothèque couvrait tout un mur, rempli de livres classiques et contemporains. Un bureau ancien était placé près de la fenêtre, sur lequel reposaient encore des papiers, un stylo-plume en or et une lampe de lecture. L'odeur de vieux livres et de bois ciré flottait dans l'air. Élise s'approcha lentement de la bibliothèque, ses doigts effleurant les dos reliés des ouvrages. Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Baudelaire, tous les auteurs dont Alexandre lui avait parlé avec tant de passion. Elle reconnaissait même certaines éditions spécifiques qu'il avait mentionnées. Son cœur se serra. Cet homme avait vraiment existé, cet Alexandre qui l'avait fait rêver avec des mots et des histoires. Mais qui était-il vraiment? Le fils riche et solitaire décrit par Madame Delacroix, ou le professeur modeste qu'elle avait connu? Ou peut-être les deux d'une certaine manière. Commençons par le bureau, suggéra Madame Delacroix en ouvrant les tiroirs. Alexandre gardait tous ses papiers importants ici. Elles fouillèrent méthodiquement les tiroirs, examinant les documents un par un. Il y avait des factures, des contrats d'affaires, des lettres formelles, mais rien de personnel. Puis, dans le dernier tiroir du bas, caché sous une pile de vieux journaux, Élise trouva un cahier en cuir noir. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était un journal intime, rempli de l'écriture élégante d'Alexandre. Les premières pages dataient d'il y a 5 ans. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle d'une voix étranglée. Madame Delacroix se précipita à ses côtés. Ensemble, elles commencèrent à lire. Les premières entrées étaient banales, décrivant des journées de travail, des préoccupations concernant la gestion du domaine, des pensées sur des livres lus. Puis, en mars 4 ans auparavant, le ton changea radicalement. « Je ne peux plus continuer comme ça », avait écrit Alexandre. « Que je suis prisonnier de mon nom, de ma fortune, de ce que l'on attend de moi. Je ne me reconnais plus dans le miroir. Qui suis-je vraiment? Le fils de la Croix, héritier d'une lignée prestigieuse, gestionnaire d'un empire familial, ou juste Alexandre, un homme qui aime lire, qui rêve de simplicité, qui voudrait juste être aimé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. J'ai besoin de partir, de m'éloigner de tout ça. J'ai besoin de savoir si je peux exister en dehors de mon nom. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle commençait à comprendre. Alexandre n'avait pas menti par cruauté ou par mépris, mais par besoin d'authenticité, par désir d'échapper à son identité. Elle tourna quelques pages et trouva une entrée datée d'avril. « Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Elle s'appelle Élise. Elle travaille dans un petit café à Lyon. Quand elle m'a vu lire Les Misérables, ses yeux se sont illuminés et elle m'a parlé du livre avec une passion qui m'a bouleversé. Elle n'a pas vu mes vêtements de marque, elle n'a pas remarqué ma montre hors de prix. Elle a juste vu un homme qui aimait lire. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vu pour ce que je suis vraiment. Je lui ai donné un faux nom. Martin, le nom de jeune fille de ma mère. Je lui ai dit que j'étais professeur, que je n'avais pas de famille. C'était égoïste de ma part, malhonnête même. Mais je voulais tellement savoir ce que ça faisait d'être juste moi, sans le poids du nom de la Croix. Je sais que c'est mal, je sais que je devrais tout lui dire, mais pas encore, pas tout de suite. J'ai besoin de ces quelques semaines où je peux simplement être Alexandre, l'homme qui aime une femme merveilleuse, et non Alexandre Delacroix, l'héritier qu'on épouse pour sa fortune.
Les semaines suivantes, les entrées débordaient de joie et d'amour. Alexandre décrivait chaque moment passé avec Élise, chaque conversation, chaque sourire. « Elle me rend meilleur », avait-il écrit. « Avec elle, je ris, je rêve, je vis vraiment pour la première fois. Je sais que je devrais lui dire la vérité, mais j'ai peur. Peur qu'elle me voie différemment quand elle saura. Peur qu'elle ne m'aime plus moi, mais ce que je représente. Je suis pris au piège de mes propres mensonges. » Puis vint l'entrée qui allait tout changer, datée du jour où Élise lui avait annoncé sa grossesse. « Elle est enceinte. Mon Dieu, elle est enceinte. Je vais être père. Je devrais être heureux, je le suis d'une certaine manière, mais je suis aussi terrifié. Comment puis-je élever un enfant sur un mensonge? Comment puis-je lui présenter ma famille, lui montrer le domaine, lui expliquer qui je suis vraiment, sans détruire tout ce que nous avons construit? Et ma mère, que dira-t-elle quand elle apprendra que je vais avoir un enfant avec une serveuse que j'ai rencontrée sous une fausse identité? Non, ce n'est pas juste. Élise n'est pas une serveuse. Elle est la femme que j'aime, la mère de mon enfant. Mais le monde ne le verra pas comme ça. Le monde la jugera, la rejettera peut-être. Je ne peux pas lui faire subir ça. Les entrées suivantes montraient Alexandre de plus en plus torturé par son dilemme. Je dois lui dire la vérité, mais comment? Comment rattraper 3 mois de mensonges? Elle me détestera et elle aura raison. Je l'ai trompée, j'ai abusé de sa confiance. Mais si je ne dis rien, si je continue à mentir, ce sera encore pire. Et l'enfant? Mon enfant mérite de connaître son père, de grandir dans une vraie famille. Mais quelle famille puis-je lui offrir? Celle des Delacroix, avec ses traditions rigides, ses attentes étouffantes, son monde superficiel, ou celle que j'ai construite avec Élise sur un mensonge? Puis vint l'entrée, qui expliquait tout, celle qui fit monter un sanglot dans la gorge d'Élise. Elle était datée du jour où Alexandre avait disparu. Je l'ai fait. J'ai trouvé la solution. Je vais rentrer au domaine, reprendre mes responsabilités, gérer les affaires familiales avec sérieux. Je vais économiser de l'argent, beaucoup d'argent. Puis, dans 2 ans, quand j'aurai tout mis en ordre, quand j'aurai prouvé à ma mère et au conseil d'administration que je peux gérer l'empire de la Croix tout en ayant ma propre vie, je retournerai voir Élise. Je lui dirai tout, toute la vérité. Je lui présenterai des excuses. Je la supplierai de me pardonner. Je lui expliquerai pourquoi j'ai agi ainsi. Je lui montrerai que je l'aime vraiment, que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je lui demanderai de m'épouser, de venir vivre ici avec notre enfant. Nous serons une vraie famille. Je sais que ces 2 années seront difficiles pour elle, qu'elle devra élever seule notre bébé pendant ce temps. C'est égoïste et cruel de ma part, mais je ne vois pas d'autre solution. Si je reste maintenant, si je lui révèle ma véritable identité alors qu'elle est enceinte et vulnérable, elle pensera que je ne suis avec elle que par obligation, par devoir. Je veux qu'elle sache que je reviens par amour, par choix. Dans 2 ans, j'aurai prouvé que je peux concilier mes 2 vies. Dans 2 ans, je serai digne d'elle. Je laisserai de l'argent pour elle, beaucoup d'argent, dans une enveloppe chez le concierge de son immeuble. Assez pour qu'elle ne manque de rien pendant mon absence, assez pour qu'elle puisse élever notre enfant confortablement. Je ne peux pas le lui donner en main propre, elle refuserait, elle me poserait des questions. Mais au moins, elle ne sera pas dans le besoin. Dans 2 ans, je reviendrai. Je te le promets, Élise. Dans 2 ans, nous serons ensemble. Élise laissa tomber le journal, les larmes coulant librement sur ses joues. Il voulait revenir, murmura-t-elle. Il avait prévu de revenir. Madame Delacroix pleurait aussi, serrant le journal contre elle. Il n'a jamais voulu vous abandonner. Il voulait faire les choses bien. À sa manière maladroite et stupide, mais il voulait faire les choses bien. Elle continua à feuilleter le journal, sa voix brisée par l'émotion. Écoutez, il y a plus, beaucoup plus. Les pages suivantes documentèrent le retour d'Alexandre au domaine, sa reprise en main des affaires familiales, ses efforts pour rationaliser la gestion et augmenter les profits. Il travaillait sans relâche, se levant à l'aube et se couchant tard dans la nuit. Mais à chaque page, il mentionnait Élise et leur enfant. Il comptait les jours, les semaines, les mois. Il imaginait à quoi ressemblerait le bébé s'il aurait les yeux de sa mère ou les siens. Il se demandait si c'était un garçon ou une fille. Il parlait de ce qu'il ferait quand il les retrouverait, des projets qu'ils feraient ensemble. Puis, environ 6 mois après son retour, une entrée fit froid dans le dos à Élise. J'ai essayé de lui envoyer l'argent. J'ai déposé l'enveloppe chez le concierge comme prévu. Mais elle est revenue 2 semaines plus tard avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». J'ai paniqué. J'ai engagé un détective privé pour la retrouver.
Il m'a appris qu'elle avait déménagé peu après mon départ, qu'elle n'avait laissé aucune adresse de contact. Le détective a cherché partout à Lyon, puis dans toute la région. Rien. Élise a disparu. Comment est-ce possible? Comment puis-je la retrouver maintenant? J'ai cherché son nom sur les réseaux sociaux, dans les annuaires. Élise Moreau est un nom trop commun. Il y a des centaines de femmes qui portent ce nom en France. Comment savoir laquelle est la mienne? Le détective continue ses recherches, mais les mois passent et toujours rien. Mon enfant doit être né maintenant. J'ai un fils ou une fille, quelque part dans ce pays, et je ne sais même pas où. Cette pensée me ronge de l'intérieur. J'ai été tellement stupide, continuait Alexandre dans une entrée ultérieure. J'aurais dû tout lui dire dès le début. J'aurais dû lui faire confiance. Maintenant, elle croit que je l'ai abandonnée. Elle doit me détester. Et elle a raison de me détester. Je ne mérite pas son pardon. Mais je ne peux pas abandonner. Je vais continuer à la chercher. Même si ça me prend 10 ans, 20 ans, toute ma vie, je la retrouverai. Je leur retrouverai. Les entrées suivantes montraient un homme qui se consumait lentement de l'intérieur. Alexandre continuait à gérer le domaine, à assister aux réunions d'affaires, à maintenir les apparences. Mais chaque page de son journal révélait son tourment croissant. Il engageait détective après détective, dépensant des fortunes dans des recherches infructueuses. Il contactait personnellement chaque Élise Moreau de France, envoyant des lettres, passant des appels. Mais aucune n'était la sienne. Comment a-t-elle pu disparaître aussi complètement? Écrivait-il avec désespoir. C'est comme si elle s'était évaporée. Parfois, je me demande si je ne l'ai pas rêvé, si ces 6 mois de bonheur n'étaient qu'une illusion. Mais non, c'était réel. Elle était réelle. Notre amour était réel. Et notre enfant est réel quelque part là-bas. Environ 1 an avant sa mort, le ton d'Alexandre changea radicalement. « J'abandonne », avait-il écrit. « Pas dans mon cœur. Jamais dans mon cœur. Mais je dois accepter la réalité. Élise ne veut manifestement pas être retrouvée. Peut-être qu'elle a refait sa vie, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que mon enfant appelle un autre homme « papa » maintenant. Cette pensée me déchire. Mais qui puis-je blâmer à part moi-même? J'ai créé cette situation par mes mensonges et ma lâcheté. Je dois maintenant vivre avec les conséquences de mes actes. Je vais créer un fonds fiduciaire. Tout l'argent ira à mon enfant si jamais il ou elle est retrouvé un jour. Je vais aussi mettre à jour mon testament. Si je meurs avant de les avoir retrouvés, au moins ils seront pris en charge financièrement. C'est le moins que je puisse faire. Les dernières entrées, datant des semaines précédant l'accident, étaient sombres et désespérées. Alexandre parlait de sa vie comme d'une coquille vide, de ses journées comme d'une succession de tâches mécaniques. Il avait perdu le goût de vivre, la joie de lire, l'envie de se battre. Peut-être que je mérite cette solitude, écrivait-il. Peut-être que c'est ma punition pour avoir joué avec les sentiments d'Élise, pour avoir menti, pour avoir été trop lâche pour affronter les conséquences de mes actes au moment opportun. La dernière entrée datait de 3 jours avant l'accident fatal. Je suis si fatigué. Fatigué de chercher, fatigué de me battre, fatigué de vivre avec ce poids sur la conscience. Mais je ne peux pas abandonner complètement. Quelque part, j'ai un enfant, mon enfant. Même si je ne le verrai jamais, même s'il ne saura jamais que j'ai existé, je veux qu'il ait une bonne vie. J'ai fait les arrangements nécessaires. L'argent est là, en sécurité, attendant. Si un jour on me retrouve, si un jour quelqu'un arrive avec la preuve qu'il ou elle est mon enfant, tout sera pour lui ou elle. C'est tout ce que je peux faire maintenant. J'espère que ce sera suffisant. J'espère qu'Élise et notre enfant sont heureux quelque part, même sans moi. C'est tout ce que je veux, leur bonheur, même si cela signifie que je reste seul pour toujours. Le silence qui suivit la lecture de la dernière page fut absolu. Même la pluie semblait s'être arrêtée. Élise et Madame Delacroix restèrent immobiles, le journal ouvert entre elles, les pages jaunies, témoins muets d'un amour brisé et d'une tragédie évitable. « Il m'aimait », murmura enfin Élise, sa voix à peine audible. Tout ce temps, pendant que je le détestais, pendant que je le maudissais, pendant que je me disais qu'il m'avait utilisé et jeté comme un mouchoir, il m'aimait. Il me cherchait. Il voulait nous retrouver. Elle porta les mains à son visage, ses épaules secouées de sanglots. Et moi, j'ai déménagé. J'ai quitté Lyon parce que je ne supportais pas de rester dans la ville où nous nous étions rencontrés, où chaque rue, chaque café me rappelait lui. Je suis parti à Paris chez ma sœur sans laisser d'adresse. Comment aurait-il pu me retrouver? Madame Delacroix l'a pris dans ses bras, pleurant elle aussi. « Vous ne pouviez pas savoir, dit-elle doucement. Comment auriez-vous pu savoir?
Alexandre a fait des choix, des mauvais choix peut-être, mais il venait d'un désir sincère de bien faire. Il voulait vous épargner le jugement de la société, la cruauté du monde aristocratique. Il voulait prouver qu'il pouvait vous offrir une vie stable. Il ne savait pas que ses bonnes intentions causeraient tant de douleur. Elles restèrent longtemps enlacées, deux femmes brisées par le même homme, réunies par la même perte et la même incompréhension. Quand elles se séparèrent enfin, le jour déclinait. Les ombres s'allongeaient dans la chambre d'Alexandre, comme si son fantôme veillait toujours sur ses secrets. « Il y a autre chose », dit soudain Madame Delacroix en se levant. Alexandre a mentionné un testament, un fonds fiduciaire. Je dois vérifier auprès de son notaire. Si c'est vrai, si Alexandre a vraiment mis de l'argent de côté pour son enfant, alors Chloé a droit à cet héritage. Elle est la seule héritière directe d'Alexandre. Tout ce qui lui appartenait devrait lui revenir. Élise secoua la tête avec véhémence. « Non, je ne veux pas de son argent. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je ne savais même pas qu'il était riche avant d'arriver. Je voulais juste un travail pour subvenir aux besoins de ma fille. Je ne veux pas profiter de... » « Arrêtez !» l'interrompit Madame Delacroix fermement. « Ce n'est pas profiter. C'est recevoir ce qui appartient légitimement à votre fille. Alexandre voulait qu'elle soit prise en charge. C'était son dernier souhait, son seul moyen de réparer ses erreurs. Vous n'avez pas le droit de refuser cet héritage au nom de Chloé. » Elle prit les mains d'Élise dans les siennes, son regard intense et déterminé. « Écoutez-moi bien. Ma petite fille, la fille d'Alexandre, a été privée de son père pendant 3 ans. Elle a grandi sans connaître son papa, sans connaître sa famille paternelle, sans bénéficier de tout ce qui aurait dû être à elle de droit. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas ramener Alexandre. Mais je peux m'assurer que Chloé reçoive ce qui lui revient. Et vous, Élise, vous avez élevé seule cet enfant pendant 3 ans, dans des conditions difficiles, sans aucune aide. Vous méritez d'être dédommagée pour tout ce que vous avez enduré. » Élise voulut protester, mais Madame Delacroix leva la main pour l'arrêter. « Je vais contacter le notaire dès demain matin. En attendant, vous allez rester ici. Non pas comme gouvernante, mais comme membre de la famille. Cette maison est aussi la maison de Chloé maintenant. C'est son héritage, son patrimoine. Et je veux connaître ma petite fille. Je veux la voir grandir, être présente dans sa vie, compenser un peu tout ce que son père n'a pas pu lui donner. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Madame Delacroix. « J'ai perdu mon fils il y a 3 ans. J'ai cru que ma lignée s'éteindrait avec lui, que je mourrais sans descendance. Et maintenant, j'apprends que j'ai une petite fille, une magnifique petite fille, qui porte le sang des Delacroix. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour moi. C'est comme si Alexandre m'avait laissé un dernier cadeau, une dernière chance de vivre pleinement. » Élise sentit quelque chose se briser en elle, toute la colère et l'amertume qu'elle avait accumulées pendant 3 ans. Cette femme devant elle, cet aristocrate qui aurait pu la rejeter, la mépriser, la traiter de menteuse ou d'opportuniste, l'accueillait au contraire à bras ouverts. Elle reconnaissait sa petite fille. Elle voulait réparer les erreurs de son fils. « Merci », murmura Élise, incapable de dire autre chose. « Merci de me croire, merci de nous accepter. »« C'est moi qui vous remercie », répondit Madame Delacroix. « Vous avez donné à mon fils 6 mois de vrai bonheur. 6 mois où il a pu être lui-même, sans le poids de son nom et de ses responsabilités. Et vous lui avez donné un enfant, même s'il n'a jamais eu la chance de la connaître. Vous avez fait de lui un père, même s'il ne l'a jamais su vraiment. » Cette nuit-là, Élise dormit dans une chambre d'amis somptueuse, dans un lit si confortable qu'elle avait l'impression de flotter sur un nuage. Mais le sommeil fut long à venir. Son esprit ne cessait de tourner en rond, rejouant les événements de la journée, relisant mentalement les pages du journal d'Alexandre. Elle repensait à tous ces moments passés ensemble, les voyant maintenant sous un nouveau jour, les fois où il avait détourné la conversation quand elle lui posait des questions sur sa famille, les fois où il avait insisté pour payer l'addition au restaurant malgré ses protestations, les cadeaux qu'il lui offrait, toujours soigneusement choisis, probablement très coûteux même s'il enlevait les étiquettes de prix, tous ces petits signes qu'elle avait ignorés, trop aveuglée par l'amour pour voir la vérité. Et maintenant, que devait-elle faire? Accepter cet héritage pour Chloé? Rester dans cette maison, dans cette vie de luxe qui ne lui appartenait pas vraiment? Elle qui avait toujours vécu modestement, qui avait appris à se contenter de peu, comment pourrait-elle s'adapter à ce monde? Le lendemain matin, Élise se réveilla au son d'oiseaux chantant dans le parc. Le soleil brillait enfin, chassant les nuages de la veille. Elle se leva, enfila les vêtements propres que Madame Delacroix avait fait déposer dans sa chambre
et descendit pour le petit déjeuner. Dans la salle à manger, une table était dressée avec une élégance raffinée. Madame Delacroix était déjà là, vêtue d'un tailleur crème, ses cheveux impeccablement coiffés. Mais ses yeux étaient toujours rouges et gonflés, témoins d'une nuit sans sommeil. « Bonjour, Élise, » dit-elle en souriant faiblement. « J'espère que vous avez bien dormi. Je sais que tout cela est beaucoup à absorber. »« Bonjour, madame, » répondit Élise en s'asseyant. « Je ne sais pas si bien dormi est le terme approprié, mais merci pour votre sollicitude. » Elles mangèrent en silence pendant quelques minutes, puis Madame Delacroix posa sa tasse de café et regarda Élise avec intensité. « J'ai contacté Maître Dubois, le notaire de la famille, ce matin. Il sera ici dans 2 heures. Il apportera le testament d'Alexandre et tous les documents pertinents. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement « J'aimerais aussi que vous fassiez venir Chloé ici. Je veux la rencontrer. Je veux voir ma petite fille. » Le cœur d'Élise bondit dans sa poitrine. Chloé. Sa petite Chloé qui lui manquait terriblement. « Je vais appeler ma sœur tout de suite, » dit-elle en se levant précipitamment. « Elle peut la mettre dans le TGV cet après-midi. Chloé sera là ce soir. » Madame Delacroix sourit, et pour la première fois depuis qu'Élise l'avait rencontrée, ce sourire atteignit ses yeux. Merveilleux. Je vais demander au personnel de préparer une chambre pour elle. La nurserie peut-être? C'était la chambre d'Alexandre quand il était enfant. Elle est pleine de jouets anciens et de livres illustrés. Je pense qu'elle plaira à Chloé. 2 heures plus tard, Maître Dubois arriva au domaine. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes rondes et une serviette en cuir usé. Il salua Madame Delacroix avec respect et regarda Élise avec curiosité. « Madame Delacroix m'a expliqué la situation, » dit-il en s'installant dans le bureau. « C'est une affaire inhabituelle mais pas sans précédent. Avant de procéder, j'aurai besoin de preuves de la filiation. Un test ADN sera nécessaire pour confirmer que la petite Chloé est bien la fille d'Alexandre. » Élise hocha la tête. « Je comprends. Je suis prête à faire tous les tests nécessaires. »« Bien, » dit Maître Dubois en ouvrant sa serviette. « En attendant, permettez-moi de vous lire les dispositions pertinentes du testament d'Alexandre Delacroix. » Il sortit un document officiel et commença à lire d'une voix claire et formelle. « Je, sous-signé Alexandre Jacques Delacroix, saint de corps et d'esprit, déclare ceci être mon dernier testament. À ma mère Catherine Marie Delacroix, je lègue l'usufruit du domaine de Belmont ainsi qu'une rente annuelle de 200 000 €, à condition qu'elle en assure l'entretien et la préservation pour les générations futures. Si j'ai des enfants légitimes ou naturels reconnus au moment de mon décès, ils hériteront de la nue propriété du domaine et de tous mes autres biens, y compris les actions de la société Delacroix Vignoble, les comptes bancaires et les investissements divers. Dans le cas où mes enfants sont mineurs au moment de mon décès, ma mère servira de tutrice légale jusqu'à leur majorité. Si aucun enfant n'est connu au moment de mon décès, mais qu'un enfant biologique est découvert par la suite et que sa filiation est prouvée par test ADN, cet enfant aura droit à l'intégralité de mon héritage, comme s'il avait été connu de mon vivant. De plus, j'ai créé un fonds fiduciaire de 5 millions € destiné exclusivement à mon ou mes enfants biologiques, qu'ils soient ou non connus de mon vivant. Ce fonds est distinct de mon héritage principal et sera géré par Maître Dubois jusqu'à ce que mon ou mes enfants atteignent l'âge de 25 ans. Le notaire fit une pause et regarda Élise par-dessus ses lunettes. Si Chloé est confirmée comme étant la fille biologique d'Alexandre, elle héritera donc de la totalité de ses biens, estimés à environ 15 millions €, plus le fonds fiduciaire de 5 millions. Cela fait d'elle une jeune fille très riche. Élise sentit sa tête tourner. 20 millions €. C'était une somme inimaginable. Chloé n'aurait plus jamais à s'inquiéter de l'argent, de savoir si elle pourrait aller à l'université, si elle aurait un toit sur la tête, de la nourriture dans son assiette. Elle serait à l'abri du besoin pour toujours. Mais en même temps, cette fortune lui pesait. C'était le prix de l'absence d'Alexandre de tout ce qu'il n'avait pas pu vivre avec sa fille. « Quand pouvons-nous faire le test ADN ?» demanda-t-elle. « Je peux contacter un laboratoire médical dès aujourd'hui, » répondit Maître Dubois. « Ils peuvent être ici demain matin. Nous aurons besoin d'un échantillon de Chloé et d'un échantillon d'Alexandre. » Heureusement, Alexandre avait fait don de sang régulièrement et l'hôpital conserve des échantillons. Nous devrions avoir les résultats dans 1 semaine. Madame Delacroix intervint. « Pourriez-vous aussi prélever mon ADN pour confirmer que je suis bien la grand-mère de Chloé? Je veux qu'il n'y ait aucun doute, aucune contestation possible. » « Bien sûr, madame, » acquiesça le notaire. Après le départ de Maître Dubois,
Élise passa le reste de la journée dans un état d'agitation fébrile. Elle aida à préparer la chambre de Chloé, choisissant les jouets et les livres que sa fille pourrait aimer. La nurserie était une pièce magnifique, avec des murs peints de fresques représentant des scènes de contes de fées. Un lit à baldaquin miniature trônait au centre, entouré d'étagères remplies de jouets anciens et de poupées de porcelaine. Des rideaux de dentelle blanche filtraient la lumière du soleil, créant une atmosphère douce et apaisante. « Alexandre a grandi dans cette chambre », dit Madame Delacroix d'une voix nostalgique. Il adorait les histoires. Chaque soir, son père ou moi lui lisions un conte avant de dormir. Cendrillon, le petit prince, Alice au pays des merveilles. Il les connaissait tous par cœur. Elle caressa doucement le dos d'un vieux livre d'images posé sur la table de chevet. Plus tard, quand il a su lire seul, il passait des heures ici, perdu dans ses livres. C'était un enfant solitaire, rêveur. Il préférait la compagnie des personnages de fiction à celle des autres enfants de son âge. Élise imagina Alexandre enfant, assis sur ce petit lit absorbé par une histoire. Puis elle imagina Chloé à la même place, et son cœur se serra. Ces deux amours, réunis dans cette pièce par-delà le temps et la mort. À 18h, une voiture vint chercher Élise pour l'emmener à la gare TGV la plus proche. Le trajet dura une demi-heure à travers la campagne provençale baignée par la lumière dorée du soir. Quand le train arriva enfin, Élise scruta anxieusement les portes qui s'ouvraient. Puis elle la vit. Chloé, sa petite Chloé, descendait du train en tenant la main de sa tante Sophie. La fillette portait sa robe rose à fleurs et son petit sac à dos en forme de lapin. Dès qu'elle aperçut sa mère, son visage s'illumina. « Maman !» cria-t-elle en lâchant la main de sa tante et en courant vers Élise. Élise la souleva dans ses bras et la serra fort contre elle, respirant l'odeur familière de ses cheveux, sentant les petits bras potelés se refermer autour de son cou. « Tu m'as tellement manqué, mon cœur !» murmura-t-elle en couvrant le visage de sa fille de baisers. « Toi aussi, maman !» répondit Chloé. « Tati Sophie est gentille, mais c'est toi que je veux. » Elle se recula un peu et regarda sa mère avec curiosité. « Tati m'a dit qu'on va habiter dans un château. C'est vrai ?» Élise échangea un regard avec sa sœur Sophie, qui haussa les épaules avec un sourire gêné. Je ne savais pas quoi lui dire. Au téléphone, tu as juste dit que tu avais trouvé un endroit où rester et que tu voulais qu'elle vienne. Pendant le trajet de retour au domaine, Chloé ne cessait de parler, posant 1000 questions sur le château, sur les chambres, sur s'il y avait des princesses et des chevaliers. Élise essayait de répondre du mieux qu'elle pouvait, mais comment expliquer à une enfant de 3 ans la complexité de la situation? Quand la voiture franchit les grilles du domaine de Belmont et que Chloé vit la majestueuse demeure se dresser devant elle, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « C'est vraiment un château !» s'exclama-t-elle. « Maman, on va habiter dans un vrai château, comme dans mes histoires. » Madame Delacroix les attendait devant l'entrée principale. Quand elle vit Chloé descendre de voiture, elle porta une main à sa bouche et ses yeux se remplirent de larmes. La ressemblance avec Alexandre enfant était saisissante. Chloé s'approcha timidement, se cachant à moitié derrière les jambes de sa mère. « Bonjour, petite demoiselle », dit Madame Delacroix d'une voix douce en s'agenouillant pour se mettre à hauteur de l'enfant. « Je m'appelle Catherine. Je suis une amie de ta maman. Bienvenue chez moi. » Chloé la regarda avec curiosité, puis sourit soudain. « Vous avez un beau château, Madame Catherine. Est-ce que je peux voir ma chambre ?»« Bien sûr, ma chérie, » répondit Madame Delacroix en lui tendant la main. « Viens, je vais te montrer. C'était la chambre de quelqu'un de très spécial autrefois. » Élise regarda sa fille prendre la main de sa grand-mère et entrer avec elle dans la maison. Sophie se tourna vers elle avec un regard interrogateur. « Élise, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cette femme pleure-t-elle en voyant Chloé? Pourquoi vous êtes dans cette immense propriété? Tu me dois des explications. » Élise prit une profonde inspiration et commença à raconter toute l'histoire à sa sœur. Au fur et à mesure qu'elle parlait, le visage de Sophie passait de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. « Attends, tu es en train de me dire que le père de Chloé était un millionnaire qui t'a menti sur son identité et qu'il est mort en te cherchant? C'est complètement fou. On dirait un mauvais roman à l'eau de rose. »« Je sais, » soupira Élise. « Crois-moi, j'ai du mal à y croire moi-même. Mais j'ai lu son journal. J'ai vu ses mots, sa douleur, ses regrets. C'était réel. Il m'aimait vraiment. »« Et maintenant quoi ?» demanda Sophie. « Tu vas rester ici? Accepter l'argent? Chloé va devenir une petite riche héritière? » « Je ne sais pas, » admit Élise. « Tout va si vite. Il y a 24 heures, j'étais juste une fille qui cherchait du travail. Maintenant, je suis... quoi?
La mère de l'héritière de la Croix? La belle-fille non officielle d'une aristocrate? Je ne sais même pas comment me définir. Sophie la prit dans ses bras. Écoute, peu importe comment tu te définis, tu es ma sœur, et je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin de parler, de conseils, ou juste d'une présence familière, tu m'appelles, d'accord? D'accord, murmura Élise. Merci Sophie. Pour tout. Après le départ de sa sœur, Élise monta à la nurserie. Elle trouva Chloé assise sur le petit lit, entourée de livres d'images, tandis que Madame Delacroix lui lisait une histoire. La scène était si touchante, si normale, et en même temps si surréaliste, qu'Élise dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. Et le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours, conclut Madame Delacroix en refermant le livre. Chloé applaudit. Encore, lisant une autre. Il est l'heure de dormir, ma chérie, intervint Élise doucement. Tu as eu une longue journée. Mais maman, je ne suis pas fatiguée, protesta Chloé avec un bâillement qui démentait ses paroles. Madame Delacroix sourit. Si tu te couches maintenant comme une grande fille, demain, je te montrerai les écuries. Nous avons 3 chevaux et l'un d'eux est très doux. Tu pourrais peut-être le caresser. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Des vrais chevaux? Comme dans mes livres. Des vrais de vrais, confirma Madame Delacroix. Alors d'accord, concéda Chloé. Je vais dormir. Après avoir bordé sa fille et lui avoir chanté sa berceuse habituelle, Élise redescendit au salon où Madame Delacroix l'attendait avec 2 verres de vin. Elle est merveilleuse, dit la vieille dame en tendant un verre à Élise. Intelligente, curieuse, joyeuse, vous avez fait un travail remarquable en l'élevant seule. Merci, répondit Élise en s'asseyant. Ce n'était pas toujours facile, mais elle est ma lumière. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Je le vois bien, dit Madame Delacroix. Et maintenant, nous devons parler de l'avenir. Après les résultats du test ADN, si tout est confirmé, des décisions importantes devront être prises. Je veux d'abord que vous sachiez quelque chose, continua-t-elle. Quelle que soit votre décision concernant l'argent et l'héritage, vous et Chloé avez votre place ici. Cette maison est aussi la vôtre maintenant. Vous n'êtes pas une employée, vous n'êtes pas une invitée. Vous faites partie de la famille Delacroix, que cela vous plaise ou non. Elle sourit légèrement à ces derniers mots. Mais je comprends que ce soit beaucoup à accepter. Si vous préférez prendre l'héritage et partir vivre votre vie ailleurs, je le comprendrai aussi. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir voir ma petite fille régulièrement, de faire partie de sa vie. Élise réfléchit longuement avant de répondre. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, admit-elle finalement. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que tout cela signifie. Mais une chose est sûre, je ne veux pas priver Chloé de sa grand-mère. Elle a déjà perdu un père qu'elle n'a jamais connu. Elle ne perdra pas aussi sa famille paternelle. Madame Delacroix saisit la main d'Élise et la serra avec gratitude. Merci. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour moi. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange routine. Le matin, un médecin du laboratoire vint prélever des échantillons d'ADN sur Chloé, Élise et Madame Delacroix. La petite ne comprit pas vraiment ce qui se passait, mais elle fut brave et ne pleura qu'un peu quand on lui piqua le doigt. Pendant que les résultats étaient en cours d'analyse, la vie au domaine continua. Chloé explorait chaque recoin de la propriété avec l'émerveillement d'une enfant qui découvre un monde magique. Elle courut dans les jardins, joua avec les chiens de la propriété, caressa les chevaux sous la surveillance attentive du palefrenier. Madame Delacroix la suivait partout, buvant chaque rire, chaque sourire, chaque mot de sa petite fille, comme une assoiffée qui trouve enfin de l'eau. Élise, de son côté, explorait la bibliothèque d'Alexandre. Elle passait des heures à lire ses annotations dans les marges des livres, à découvrir ses passages préférés soulignés, à retrouver l'homme qu'elle avait aimé à travers les mots qu'il avait chéris. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait un recueil de poèmes de Baudelaire, un papier tomba d'entre les pages. C'était une lettre, jamais envoyée, écrite de la main d'Alexandre. « Ma chère Élise », commençait la lettre. « Je t'écris cette lettre que tu ne liras probablement jamais. Je l'écris parce que j'ai besoin de mettre mes pensées sur papier, de leur donner une forme tangible, même si elles ne quitteront jamais cette pièce. Cela fait maintenant 1 an que je t'ai quitté, 1 an que je me bats avec mes démons, que je cherche le courage de revenir vers toi. Chaque jour, je me dis que demain sera le jour où je te retrouverai, où je t'expliquerai tout, où je te supplierai de me pardonner. Mais chaque jour, je trouve une nouvelle excuse pour attendre. Je me dis que je ne suis pas encore prêt, que je dois d'abord mettre mes affaires en ordre, que je dois mériter ton pardon avant de le demander. La vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur de ton regard quand tu découvriras qui je suis vraiment.
J'ai peur de ta colère, de ton mépris, de ton rejet. J'ai peur que l'Alexandre que tu as aimé n'existe que dans mes mensonges, et que l'Alexandre réel te déçoive tellement que tu ne voudras plus jamais me revoir. Notre enfant doit avoir 7 mois maintenant. Est-ce un garçon ou une fille? A-t-il mes yeux ou les tiens? Sourit-il déjà? Fait-il ses nuits? Toutes ces questions me hantent. Je me demande si tu racontes des histoires à notre bébé avant de dormir, comme ma mère le faisait pour moi. Je me demande si tu lui chantes des berceuses. Je me demande si tu lui parles de moi, si tu lui dis que son père est un lâche qui vous a abandonné, ou si tu préfères ne rien dire du tout. Parfois, dans mes rêves, je nous imagine ensemble tous les 3. Nous sommes dans un petit appartement simple, pas un manoir comme celui-ci. Tu prépares le dîner pendant que je berce notre enfant. Nous sommes heureux, tellement heureux. Puis je me réveille et je réalise que ce rêve ne se réalisera jamais parce que j'ai tout gâché avec mes mensonges et ma lâcheté. J'ai engagé des détectives pour te retrouver, mais c'est comme si tu avais disparu de la surface de la Terre. Peut-être que c'est un signe. Peut-être que l'univers me dit que je ne mérite pas une seconde chance, que je devrais te laisser vivre ta vie sans moi. Mais mon cœur refuse d'accepter cette idée. Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi, sans notre enfant. Je vais continuer à te chercher, Élise, même si ça me prend le reste de ma vie, même si tu me rejettes quand je te retrouverai finalement. Au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais tout fait pour réparer mes erreurs. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Depuis ce premier jour au café quand tu m'as souri en parlant de Victor Hugo. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Pardon, mon amour. Pardon pour tout. Alexandre. Élise porta la lettre à ses lèvres, ses larmes tachant le papier jauni. Moi aussi je t'aimais, murmura-t-elle. Moi aussi je t'aime encore, malgré tout. Pourquoi as-tu été si stupide, Alexandre? Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? Nous aurions pu être heureux ensemble. Chloé aurait connu son père. Tu aurais vu ses premiers pas, entendu ses premiers mots. Tu aurais été là. Elle resta longtemps assise dans la bibliothèque, la lettre serrée contre son cœur, pleurant l'homme qu'elle avait aimé et perdu, pleurant les années volées, pleurant la famille qu'ils auraient pu être. Une semaine plus tard, Maître Dubois revint avec les résultats du test ADN. Il les réunit tous dans le bureau, son visage grave et professionnel. « Les résultats sont sans équivoque, annonça-t-il. Chloé Moreau est bien la fille biologique d'Alexandre Delacroix. La correspondance génétique est de 99%. De plus, les tests confirment que Madame Catherine Delacroix est bien la grand-mère paternelle de Chloé. » Madame Delacroix laissa échapper un sanglot de soulagement. « Merci, mon Dieu, murmura-t-elle. Merci. Cela signifie, continua le notaire, que Chloé Moreau est l'unique héritière légale d'Alexandre Delacroix. Toutes les dispositions du testament entrent donc en vigueur. Madame Moreau, en tant que mère et tutrice légale de Chloé, vous devrez prendre certaines décisions concernant la gestion de l'héritage jusqu'à ce que votre fille atteigne sa majorité. » Il sortit plusieurs documents de sa serviette et les posa sur le bureau. Voici les papiers détaillant tous les actifs qui reviennent à Chloé. Le domaine de Belmont dont Madame Catherine Delacroix conserve l'usufruit jusqu'à sa mort. Les actions de la société Delacroix Vignoble qui représentent une valeur d'environ 8 millions d'euros. Divers comptes bancaires et investissements totalisant environ 7 millions d'euros. Et le fonds fiduciaire de 5 millions d'euros qui sera géré séparément jusqu'aux 25 ans de Chloé. Élise regardait les chiffres défiler devant ses yeux, complètement dépassés. 20 millions d'euros. C'était une somme tellement astronomique qu'elle n'arrivait même pas à la conceptualiser. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Pour le moment, rien », répondit Maître Dubois. « Les actifs resteront où ils sont, gérés par les mêmes gestionnaires financiers qui s'en occupèrent pour Alexandre. Vous recevrez des rapports trimestriels sur l'état des finances. Quand Chloé aura 18 ans, elle pourra commencer à prendre des décisions concernant son héritage. En attendant, vous pouvez prélever ce dont vous avez besoin pour son éducation, sa santé et son bien-être. Je recommande fortement, ajouta-t-il, que vous consultiez un avocat indépendant pour vous représenter dans cette affaire. Quelqu'un qui veillera uniquement à vos intérêts et à ceux de Chloé, sans liens avec la famille Delacroix. Je peux vous recommander plusieurs noms excellents si vous le souhaitez. » Élise hocha la tête, encore sous le choc. « Oui, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre tout ça. C'est tellement énorme. » Après le départ du notaire, Madame Delacroix se tourna vers Élise. « Je sais que c'est beaucoup, » dit-elle doucement. « Mais vous n'avez pas à gérer tout ça seule. Je suis là pour vous aider, vous guider. Alexandre aurait voulu que je prenne soin de vous deux.
Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda soudain Élise. « Votre fils m'a menti, il m'a abandonné. J'ai eu un enfant hors mariage avec lui. Dans votre monde, dans votre milieu social, ça doit être considéré comme un scandale. Vous devriez me mépriser, me rejeter. Pourquoi ne le faites-vous pas ?» Madame Delacroix réfléchit longuement avant de répondre. « Parce que vous avez aimé mon fils, dit-elle finalement. Vous l'avez aimé pour ce qu'il était vraiment, pas pour son nom ou sa fortune. Vous lui avez donné quelque chose que je n'avais jamais pu lui donner, la liberté d'être lui-même, ne serait-ce que pour quelques mois. Et puis, continua-t-elle avec un sourire triste, Alexandre était mon unique enfant. Quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. J'ai passé ces 3 dernières années à survivre, pas à vivre. Je me levais le matin parce qu'il le fallait. Je gérais le domaine parce que c'était mon devoir, mais j'étais vide à l'intérieur. Et puis vous êtes arrivés, vous et Chloé. Soudain, j'ai une raison de sourire à nouveau. J'ai une petite fille à aimer, à gâter, à voir grandir. Vous m'avez rendu la vie, Élise. Comment pourrais-je vous mépriser pour ça ?» Élise sentit les larmes couler sur ses joues. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites que vous resterez, » répondit Madame Delacroix. « Dites que vous élèverez Chloé ici, qu'elle grandira en connaissant ses racines, son histoire. Vous n'avez pas à vivre dans le manoir principal, si vous ne le souhaitez pas. Il y a plusieurs cottages sur le domaine qui pourraient être rénovés. Vous auriez votre intimité tout en restant proche. Chloé pourrait aller à l'école du village, avoir une enfance normale tout en bénéficiant de son héritage. Et si je veux reprendre mes études, demanda Élise. J'avais dû les interrompre quand ma mère est morte. J'avais toujours rêvé d'obtenir ma licence de littérature, peut-être même de devenir professeur. Le visage de Madame Delacroix s'illumina. Bien sûr, l'université d'Aix-en-Provence n'est qu'à 1 heure d'ici. Vous pourriez vous y inscrire dès la rentrée prochaine. Je me ferais une joie de garder Chloé pendant que vous êtes en cours. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Élise rencontra l'avocat recommandé par Maître Dubois, un homme compétent et pragmatique qui lui expliqua tous ses droits et responsabilités. Elle se renseigna sur les modalités d'inscription à l'université, retrouvant avec excitation la perspective de reprendre ses études abandonnées. Pendant ce temps, un cottage sur le domaine fut rénové selon ses goûts. C'était une charmante maison de pierre avec un jardin fleuri, assez spacieuse pour elle et Chloé, mais assez intime pour qu'elle se sente vraiment chez elle. Chloé s'épanouissait de jour en jour. Elle adorait sa nouvelle vie, les vastes espaces où courir, les animaux à caresser, les histoires que sa grand-mère lui racontait chaque soir. Elle commença à appeler Madame Delacroix Mamie Catherine, ce qui faisait à chaque fois briller les yeux de la vieille dame de larmes joyeuses. Un après-midi, alors qu'Élise supervisait l'installation des derniers meubles dans le cottage, elle entendit des cris de joie venant du jardin du manoir. Elle se précipita dehors et trouva Chloé et Madame Delacroix en train de jouer à cache-cache derrière les rosiers. Le spectacle de cette femme distinguée, à genoux dans l'herbe, riant aux éclats avec sa petite fille, était à la fois touchant et surréaliste. « Maman, regarde !» cria Chloé en courant vers elle. « Mamie Catherine m'a montré où papa aimait se cacher quand il était petit. C'est notre cachette secrète maintenant. » Le mot « papa » frappa Élise comme un coup de poing. C'était la première fois que Chloé utilisait ce mot. Madame Delacroix s'approcha, l'air un peu gêné. « Je lui ai parlé d'Alexandre, dit-elle doucement. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Elle a posé des questions sur qui vivait dans le manoir avant et j'ai commencé à lui raconter des histoires sur son père. Rien de trop compliqué, juste des anecdotes d'enfance. » Élise prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moment viendrait tôt ou tard. « Non, c'est bien, dit-elle finalement. Elle a le droit de connaître son père, même si ce n'est qu'à travers des histoires. » Cette nuit-là, après avoir couché Chloé, Élise retourna dans la bibliothèque d'Alexandre. Elle s'était donné pour mission de lire tous les livres qu'il avait annotés, de suivre le cheminement de sa pensée à travers ses notes marginales. C'était sa façon de le connaître, de comprendre l'homme qu'il était devenu après leur séparation. Elle tomba sur un volume des Essais de Montaigne. Alexandre avait souligné un passage en particulier. « La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. » En marge, il avait écrit « Mais comment être à soi quand on appartient à un nom, à une lignée, à des attentes qui ne sont pas les siennes? Comment trouver sa propre voie quand le chemin a été tracé avant même qu'on naisse ?» Élise comprenait maintenant le tourment d'Alexandre. Il n'était pas le séducteur sans cœur qu'elle avait imaginé pendant 3 ans. C'était un homme pris au piège de sa propre identité, cherchant désespérément à s'échapper, ne serait-ce que temporairement. Ces mensonges n'étaient pas une trahison, mais une quête de vérité,
aussi paradoxal que cela puisse paraître. « Je te pardonne », murmura-t-elle, en touchant les mots écrits de sa main. « Je comprends maintenant. Je te pardonne, Alexandre. » Au fil des mois, une nouvelle routine s'installa. Élise commença ses cours à l'université, redécouvrant avec joie le plaisir de l'étude et de l'analyse littéraire. Ses professeurs étaient impressionnés par sa maturité et sa passion. Chloé, de son côté, entra à la maternelle du village, se faisant rapidement des amis. Les autres parents regardaient la petite héritière Delacroix avec curiosité, mais Élise veillait à ce que Chloé mène une vie aussi normale que possible. Le dimanche, elles allaient souvent au cimetière où Alexandre était enterré. Madame Delacroix les accompagnait toujours. Ensemble, elles déposaient des fleurs sur la tombe et Madame Delacroix racontait à Chloé de nouvelles histoires sur son père. « Ton papa adorait les livres, disait-elle, tout comme ta maman. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, tu sais, en parlant d'une histoire. »« Est-ce que papa est au ciel ?» demandait Chloé avec la simplicité de l'enfance. « Oui, ma chérie, » répondait Madame Delacroix, « et je suis sûre qu'il te regarde et qu'il est très fier de toi. » 1 an après son arrivée au domaine, Élise reçut une lettre qui allait changer sa vie une fois de plus. C'était une invitation à un gala de charité organisé par la société Delacroix Vignoble. En tant que mère de l'héritière, sa présence était vivement souhaitée. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller » dit Madame Delacroix quand Élise lui montra l'invitation. « Ces événements peuvent être intimidants. Les gens du milieu des affaires peuvent être cruels et jugés rapidement. »« Non » dit Élise avec une détermination nouvelle. « Je vais y aller. Chloé est l'héritière Delacroix. Elle devra un jour affronter ce monde. Je dois apprendre à le faire aussi, pour pouvoir la guider quand le moment viendra. » Le soir du gala, Madame Delacroix fit venir une styliste et une coiffeuse pour aider Élise à se préparer. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. La robe de soirée en soie bleue mettait en valeur sa silhouette, ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant et son maquillage était subtil, mais sophistiqué. « Vous êtes magnifique, » dit Madame Delacroix avec fierté. « Alexandre aurait été tellement fier de vous voir ainsi. » Le gala avait lieu dans un hôtel 5 étoiles à Marseille. Quand Élise et Madame Delacroix arrivèrent, la salle de bal était déjà remplie d'invités en tenue de soirée. Des lustres de cristal illuminèrent les lieux, un orchestre jouait en fond et des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés raffinés. Dès leur entrée, les conversations se turent et tous les regards se tournèrent envers elle. Élise sentit son estomac se nouer, mais elle redressa les épaules et avança avec assurance, son bras passé sous celui de Madame Delacroix. Les murmures commencèrent presque immédiatement. C'est elle, la mère de l'enfant illégitime. Apparemment, Alexandre l'a rencontrée dans un café. Elle n'était qu'une serveuse. Comment peut-on être sûr que l'enfant est vraiment de lui? Ces tests ADN peuvent être truqués. Madame Delacroix a perdu la tête. Laissez cette fille s'installer au domaine. Élise entendait tous ces commentaires, ces jugements à peine voilés. Elle sentait les regards critiques la jauger, la disséquer, chercher le moindre faux pas. C'était exactement ce qu'Alexandre avait voulu lui éviter, réalisa-t-elle. C'était pour ça qu'il avait hésité, qu'il avait eu peur, parce qu'il savait que ce monde serait cruel avec elle. Mais Élise n'était plus la jeune serveuse timide d'il y a 4 ans. Elle avait élevé seule un enfant pendant 3 ans, elle avait survécu à la pauvreté et à l'abandon. Elle avait repris ses études tout en gérant un héritage complexe. Elle était plus forte qu'il ne le pensait. « Ignorez-les », murmura Madame Delacroix. « Leur opinion n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est Chloé et son avenir. » Un homme d'une 50aine d'années, en costume impeccable, s'approcha d'elle. « Catherine, ma chère, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle surprise de vous voir. Et vous devez être Mademoiselle Moreau, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous. » « Monsieur Beaumont est le président du conseil d'administration de Delacroix Vignoble, » expliqua Madame Delacroix d'un ton glacial. Il était aussi le rival d'affaires d'Alexandre. « Rival est un bien grand mot, » répondit Beaumont avec un rire forcé. « Disons plutôt que nous avions des visions différentes pour l'avenir de l'entreprise. Alexandre était, comment dire, trop idéaliste. Il voulait investir dans des projets écologiques coûteux, augmenter les salaires des employés, donner une partie des profits à des œuvres de charité. Des idées nobles, certes, mais pas très pragmatiques dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Mon fils avait une vision à long terme, répliqua sèchement Madame Delacroix. Il comprenait que la rentabilité à court terme ne signifie rien si on détruit l'environnement et qu'on exploite les travailleurs.
Les décisions qu'il a prises ont renforcé la réputation de l'entreprise et assuré sa pérennité. Beaumont haussa les épaules. Nous verrons bien. Maintenant qu'Alexandre n'est plus là et que l'héritière est une enfant de 3 ans, les choses vont devoir changer. Le conseil d'administration a certaines idées pour moderniser les opérations. Tant que je suis vivante et que je garde l'usufruit du domaine, dit Madame Delacroix avec une voix d'acier, rien ne changera sans mon consentement. Et quand Chloé sera en âge de prendre des décisions, je m'assurerai qu'elle comprenne l'importance des valeurs que son père défendait. Beaumont tourna son regard vers Élise, l'évaluant de la tête aux pieds, avec une expression dédaigneuse. « Et vous, mademoiselle Moreau, avez-vous l'intention de vous impliquer dans la gestion de l'entreprise, ou préférez-vous simplement profiter de la fortune de votre liaison avec Alexandre ?» Élise sentit la colère monter en elle, mais elle garda son calme. « Je ne profite de rien, monsieur Beaumont, » dit-elle d'une voix claire et ferme. « J'élève ma fille, je poursuis mes études universitaires et j'apprends tout ce que je peux sur l'héritage de son père pour pouvoir la guider quand elle sera prête à assumer ses responsabilités. Si vous voyez cela comme « profiter », c'est votre problème, pas le mien. » Un silence tomba autour d'eux. Plusieurs personnes avaient arrêté leur conversation pour écouter l'échange. Beaumont rougit légèrement, visiblement pas habitué à être contredit, surtout par une femme qu'il considérait manifestement comme inférieure. « Je vois, » dit-il sèchement. « Eh bien, j'espère pour le bien de l'entreprise que vous saurez rester à votre place et laisser les décisions importantes aux professionnels. » Sur ces mots, il s'éloigna. Madame Delacroix serra la main d'Élise. « Vous avez été parfaite, » murmura-t-elle avec fierté. « Alexandre aurait été fier de vous. » Le reste de la soirée se passa dans un brouillard de présentations et de conversations superficielles. Certaines personnes étaient aimables, d'autres ouvertement hostiles. Mais Élise tint bon, répondant à toutes les questions avec grâce et dignité. Vers la fin de la soirée, une jeune femme d'environ 30 ans s'approcha timidement d'Élise. « Excusez-moi, » dit-elle avec un accent légèrement hésitant. « Je suis Isabelle Laurent. J'étais une amie d'Alexandre. Nous avons étudié ensemble à l'université. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Voici quelqu'un qui avait connu Alexandre, le vrai Alexandre, avant tout le poids de ses responsabilités. « Enchantée, » dit-elle. « Voulez-vous qu'on aille parler quelque part de plus tranquille ?» Elles trouvèrent un petit salon adjacent à la salle de bal. Isabelle s'assit et regarda Élise avec des yeux brillants de larmes non versées. « Quand j'ai appris qu'Alexandre avait eu un enfant, je n'arrivais pas à y croire, dit-elle. Puis j'ai entendu l'histoire, comment il vous avait rencontré, comment il avait voulu être quelqu'un d'autre pour quelques mois, et soudain, tout a eu du sens. « Que voulez-vous dire ?» demanda Élise. « Alexandre a toujours détesté sa vie, » expliqua Isabelle. « À l'université, il parlait de tout abandonner, de partir vivre une vie simple, loin de tout ça. Mais après la mort de son père, il s'est senti obligé de reprendre les affaires familiales. Il m'a dit une fois qu'il avait l'impression de porter un masque en permanence, de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Quand il est parti pour quelques mois, il y a 4 ans, je savais qu'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Il cherchait une raison de vivre, une raison d'être vraiment lui-même. Et il vous a trouvé. » Isabelle essuya ses larmes. Après son retour, il était différent. Plus triste, mais aussi plus déterminé. Il m'a dit qu'il avait commis une terrible erreur, qu'il avait laissé partir la seule personne qui l'avait vraiment compris. Il passait son temps à vous chercher. C'était devenu une obsession. Je lui ai dit plusieurs fois d'abandonner, que peut-être vous ne vouliez pas être retrouvés, mais il refusait d'écouter. Il disait qu'il vous devait la vérité, qu'il devait s'excuser, même si vous le rejetiez. « J'aurais voulu le savoir, » murmura Élise. « J'aurais voulu savoir qu'il me cherchait. Peut-être que j'aurais pu, je ne sais pas, laisser des indices, faciliter les choses. »« Ne vous en voulez pas, » dit Isabelle en prenant sa main. « Vous ne pouviez pas savoir. Personne ne pouvait prévoir comment les choses allaient se passer. L'important maintenant, c'est de vous assurer que sa fille grandisse en connaissant l'homme merveilleux qu'était son père, malgré ses défauts et ses erreurs. » Elles parlèrent encore longtemps, Isabelle partageant des anecdotes sur Alexandre étudiant, sur ses rêves et ses espoirs. Chaque histoire était un trésor pour Élise, une pièce supplémentaire du puzzle qui était Alexandre Delacroix. Quand Élise et Madame Delacroix rentrèrent au domaine tard dans la nuit, elles trouvèrent Chloé endormie dans le lit de sa grand-mère, un livre d'histoire ouvert à côté d'elle. La babysitter expliqua que la petite avait insisté pour attendre dans la chambre de Mamie Catherine et qu'elle s'était endormie en regardant les photos d'Alexandre enfant.
Élise porta délicatement sa fille jusqu'au cottage, la bordait dans son lit. En la regardant dormir, si paisible et innocente, elle se fit une promesse silencieuse. Elle élèverait Chloé pour qu'elle connaisse son père à travers les histoires, les photos, les lettres. Elle lui apprendrait les valeurs qu'Alexandre chérissait, l'amour des livres, le respect des autres, l'importance de rester fidèle à soi-même. Et quand Chloé serait en âge de comprendre, elle lui raconterait toute l'histoire, sans rien cacher. Les mensonges, les regrets, l'amour, la perte. Parce que c'était l'histoire de sa famille, avec toutes ses imperfections. Les années passèrent doucement. Chloé grandit, curieuse et intelligente, adorée par sa mère et sa grand-mère. Élise obtint sa licence de littérature avec mention, puis commença un master. Elle donnait aussi des cours particuliers aux enfants du village, trouvant sa vocation dans l'enseignement. Madame Catherine Delacroix, qui avait été si triste et solitaire, retrouva une joie de vivre qu'elle croyait perdue à jamais. Elle passa ses journées à s'occuper de Chloé, à lui transmettre l'histoire de la famille, à lui enseigner le français classique et les bonnes manières, mais aussi à jouer avec elle dans le jardin et à rire de bon cœur. Le domaine, qui avait été un mausolée silencieux pendant 3 ans après la mort d'Alexandre, résonna à nouveau de rires et de vie. Beaumont et le conseil d'administration tentèrent à plusieurs reprises de changer la direction de l'entreprise, mais Madame Delacroix, forte du soutien de l'avocat d'Élise et de plusieurs membres du conseil qui respectaient la mémoire d'Alexandre, réussit à préserver la vision de son fils. Les vignobles Delacroix devinrent même un modèle d'entreprise responsable, alliant rentabilité et respect de l'environnement. Quand Chloé eut 7 ans, elle demanda un jour à visiter la tombe de son père. C'était un dimanche ensoleillé de printemps et les cerisiers du cimetière étaient en pleine floraison. Devant la pierre tombale gravée du nom Alexandre Jacques Delacroix, 1980-2022, Chloé resta longtemps silencieuse. « Maman, dit-elle finalement, mamie Catherine m'a raconté que papa t'aimait beaucoup. Est-ce que tu l'aimais aussi ?» Élise s'agenouilla à côté de sa fille et passa un bras autour de ses épaules. « Oui, ma chérie, je l'aimais de tout mon cœur, et il m'aimait aussi. Nous nous sommes perdus de vue pendant un moment, mais notre amour n'est jamais mort. Et la preuve de cet amour, c'est toi. Je voudrais l'avoir connu, » murmura Chloé, des larmes coulant sur ses joues. « Je voudrais qu'il soit là pour me lire des histoires, pour jouer avec moi, pour me serrer dans ses bras. »« Moi aussi, ma chérie, » dit Élise en embrassant le front de sa fille. « Moi aussi. Mais même s'il n'est pas là physiquement, il est avec nous d'une certaine manière. Dans les livres qu'il aimait, dans les histoires que mamie Catherine te raconte, dans cette maison qu'il a préservée pour toi. Et surtout, il est en toi. Tu as ses yeux, son sourire, son amour des mots. Une partie de lui vit à travers toi. » Chloé essuya ses larmes et posa une main sur la pierre tombale. « Salut papa, » dit-elle doucement. « Je ne te connais pas vraiment, mais maman et mamie Catherine me parlent beaucoup de toi. Elles disent que tu étais intelligent, gentil et que tu adorais lire. Moi aussi j'aime lire. Maman me lit une histoire tous les soirs comme mamie Catherine te lisait des histoires quand tu étais petit. Je vais bien étudier à l'école et devenir quelqu'un de bien pour te rendre fier. Et un jour, quand je serai grande, je prendrai soin du domaine que tu as protégé. Je te le promets. » Madame Delacroix, qui se tenait un peu en retrait, pleura silencieusement. Élise la rejoignit et elles s'embrassèrent, unies dans leur amour pour Alexandre et pour Chloé, la petite fille qui était devenue le pont entre le passé et l'avenir. Des années plus tard encore, quand Chloé eut 16 ans, Élise décida qu'il était temps de lui montrer le journal d'Alexandre. Elles s'installèrent dans la bibliothèque, dans les mêmes fauteuils où Élise avait lu pour la première fois les mots écrits par l'homme qu'elle avait aimé. Chloé lut chaque page avec attention, ses yeux s'écarquillant de surprise, de tristesse, de compréhension. Quand elle arriva à la dernière entrée, celle écrite quelques jours avant l'accident, elle ferma le journal et resta longtemps silencieuse. « Il voulait vraiment être un bon père, » dit-elle finalement. « Il a fait des erreurs, mais son intention était bonne. »« Oui, » confirma Élise. « Il a fait des erreurs, de grosses erreurs, mais il t'aimait, Chloé. Il t'aimait avant même de savoir si tu étais un garçon ou une fille. Il t'aimait et il a tout fait pour essayer de réparer ses fautes. Il n'a juste pas eu le temps. » Chloé se leva et se dirigea vers le grand portrait d'Alexandre qui trônait toujours dans le hall d'entrée. Elle le regarda longuement, étudiant chaque trait du visage de son père. « Je lui ressemble vraiment, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Tu es son portrait craché, » répondit Élise en la rejoignant. « Parfois, quand tu es perdu dans un livre,
Tu as exactement la même expression qu'il avait. C'est troublant et magnifique à la fois. Je voudrais lui dire que je le pardonne, murmura Chloé. Pour avoir menti, pour être parti, pour tout. Je voudrais qu'il sache que je comprends. Il le sait, dit une voix derrière elle. Madame Catherine, maintenant âgée de 70 ans, entra lentement dans le hall. Où qu'il soit, il le sait. Et il est fier de toi, ma chérie. Fier de la jeune femme que tu es en train de devenir. Cette nuit-là, Chloé écrivit une lettre à son père. Une lettre qu'il ne lirait jamais, mais qui exprimait tout ce qu'elle avait dans le cœur. Cher papa, je t'écris cette lettre que tu ne liras jamais, comme tu as écrit des lettres à maman qu'elle n'a pas lues à temps. C'est étrange de parler à quelqu'un qui n'est plus là, mais maman dit que parfois, c'est nécessaire pour guérir. J'ai lu ton journal aujourd'hui. J'ai lu tes doutes, tes peurs, tes regrets. J'ai lu combien tu aimais maman, combien tu voulais nous retrouver. Et j'ai compris quelque chose d'important. Tu n'étais pas parfait. Tu as fait des erreurs. Tu as menti. Tu as eu peur. Mais tu étais humain. Et ton amour pour nous était réel. Je voudrais que tu saches que je ne t'en veux pas. Je voudrais que tu saches que j'ai eu une enfance merveilleuse, remplie d'amour. Maman a été la meilleure mère du monde. Et mamie Catherine a été une grand-mère extraordinaire. Elles m'ont donné tout ce dont j'avais besoin, y compris toi, d'une certaine manière. Elles m'ont raconté tant d'histoires sur toi que j'ai l'impression de te connaître. J'ai hérité de ton amour des livres. Je passe des heures dans ta bibliothèque à lire les mêmes ouvrages que tu as lus, à découvrir les passages que tu as soulignés. C'est ma façon de te connaître, de comprendre qui tu étais. Et tu sais quoi? Je pense que je t'aurais beaucoup aimé. Je commence mes études universitaires en littérature l'année prochaine. Comme toi, comme maman. Je veux devenir professeur, transmettre aux autres l'amour des mots et des histoires. Je sais que c'est ce que tu aurais voulu faire aussi. Si tu n'avais pas dû reprendre les affaires familiales, alors je le ferai pour nous deux. Je prendrai aussi soin du domaine. Je préserverai ton héritage. Je continuerai les œuvres de charité que tu as commencées. Mais je vivrai aussi ma propre vie. Je ferai mes propres choix. Parce que c'est ce que tu aurais voulu pour moi, n'est-ce pas? Tu voulais que je sois libre d'être moi-même. Merci papa pour l'amour que tu as donné à maman. Merci pour les valeurs que tu as défendues. Merci pour l'héritage que tu m'as laissé, pas seulement matériel, mais aussi moral et intellectuel. Et merci de m'avoir donné la vie, même si tu n'as jamais eu la chance de me voir grandir. Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Ta fille, Chloé. Elle plia soigneusement la lettre et alla la déposer sur la tombe de son père, la coinçant sous une pierre pour qu'elle ne s'envole pas. Le vent doux du soir faisait bruire les feuilles des arbres, et Chloé eut soudain le sentiment apaisant que son père avait entendu ces mots, qu'il savait, qu'il comprenait. Quelques années plus tard encore, Chloé termina ses études universitaires avec brio et commença à enseigner la littérature dans un lycée de Provence. Elle rencontra un jeune homme charmant, Thomas, qui l'aimait pour elle-même et non pour sa fortune. Quand elle lui raconta l'histoire de ses parents, il fut ému aux larmes. « Ton père aurait été tellement fier de toi, lui dit-il. Tu es tout ce qu'il voulait que tu sois, intelligente, bonne, fidèle à toi-même. » Le jour du mariage de Chloé fut à la fois joyeux et mélancolique. Elle portait une magnifique robe blanche et sa mère et sa grand-mère étaient radieuses à ses côtés. Mais une chaise restait vide, réservée symboliquement à Alexandre. Avant de descendre l'allée au bras de Thomas, Chloé prit un moment pour se tenir devant le portrait de son père dans le hall. « Salut, papa », murmura-t-elle. « Je me marie aujourd'hui. J'aurais aimé que tu sois là pour me conduire à l'autel. Mais d'une certaine manière, tu es là. Tu es dans chaque décision que je prends, dans chaque valeur que je défends. Tu es en moi, et je sais que tu es heureux pour moi, où que tu sois. » Elle toucha doucement le cadre du portrait, puis se tourna vers sa mère qui attendait les larmes aux yeux. « Prête, maman ? »« Prête, ma chérie, » répondit Élise. Madame Catherine Delacroix mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 80 ans, entourée de l'amour de sa petite fille et de celle qui était devenue comme une fille pour elle. Ses dernières paroles furent « Je vais enfin revoir mon Alexandre. Je vais pouvoir lui dire que j'ai pris soin de sa fille et de sa petite fille. Je vais pouvoir lui dire qu'elles vont bien, qu'elles sont heureuses. Et je pense qu'il sera en paix maintenant. » Chloé hérita alors de la pleine propriété du domaine. Elle et Thomas décidèrent d'y vivre et d'y élever leurs futurs enfants, perpétuant ainsi le cycle de la vie et de l'amour dans ce lieu chargé d'histoire. Élise, maintenant professeure titulaire à l'université, continuait à vivre dans le cottage. Elle avait refusé de déménager dans le manoir principal après la mort de Madame Catherine,
préférant garder son petit refuge intime. Elle passait ses journées à enseigner, à écrire des articles académiques et à être la meilleure grand-mère possible pour les enfants de Chloé. Un soir d'été, alors que le soleil couchant baignait le domaine d'une lumière dorée, Élise se promena dans les jardins. Elle arriva devant le vieux chêne où Alexandre avait l'habitude de lire étant enfant selon les histoires de sa mère. Elle s'assit contre le tronc rugueux et ferma les yeux, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Tu sais, Alexandre, dit-elle à voix haute, notre histoire n'était pas parfaite. Elle était pleine de mensonges, de malentendus, de douleurs, mais elle était aussi pleine d'amour, un amour si fort qu'il a survécu à la séparation, à la mort, au temps. Notre fille est devenue une femme extraordinaire. Elle a tes qualités et tes valeurs, mais aussi la force de vivre sa propre vie. J'ai fini par comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. J'ai mis des années à pardonner, mais je comprends maintenant. Tu cherchais juste à être toi-même, à aimer et être aimé pour qui tu étais vraiment. Et pendant 6 mois, tu as eu ça. Nous avons eu ça. Peut-être que c'était court, peut-être que ça s'est mal terminé, mais ces 6 mois étaient réels. Ils étaient vrais. Et ils ont créé quelque chose de beau. Chloé. Elle ouvrit les yeux et regarda le domaine s'étendant devant elle. Je vais bien maintenant, Alexandre. Nous allons tous bien. Ta fille, tes petits-enfants, moi. Nous avons construit quelque chose de bon sur les fondations de notre histoire. Ton héritage n'est pas seulement cette terre ou cet argent, c'est l'amour que tu as laissé derrière toi, l'amour qui continue à se multiplier à travers les générations. Elle se leva et épousseta sa robe. Repose en paix, mon amour. Tu as été pardonné, tu as été compris, et tu n'as jamais été oublié. Alors qu'elle retournait vers le cottage, elle vit Chloé sortir du manoir, tenant dans ses bras sa petite fille de 2 ans, Élise, nommée en l'honneur de sa grand-mère. L'enfant riait aux éclats, ses boucles brunes brillant au soleil couchant. Et dans ses yeux noisettes, Élise reconnut le regard d'Alexandre, vivant à nouveau à travers une nouvelle génération. Le cycle continuait, l'amour continuait. Et dans le hall du manoir, le portrait d'Alexandre de la Croix veillait toujours, témoin silencieux d'une histoire d'amour qui avait traversé les mensonges, la mort et le temps pour finalement triompher dans les vies qu'elle avait créées. J'espère que cette histoire vous a captivé du début à la fin. Si vous avez aimé ce récit touchant et plein de rebondissements, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes. Et maintenant, dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous été ému par le destin d'Alexandre et Élise? Pensez-vous qu'Alexandre a fait le bon choix en cachant sa véritable identité? Que pensez-vous de la façon dont Chloé a grandi avec l'héritage de son père? Vos commentaires sont précieux pour nous et nous aident à créer encore plus de contenu qui vous plaise. À très bientôt pour de nouvelles histoires.